Oui, voilà. À volontiers. Merci pour cette présentation très intéressante. Vous avez évoqué la contribution là, des rayons cosmiques à la formation d'étoiles, pratiquement. Dans le mécanisme, les rayons cosmiques chaufferaient le milieu. Il y a un mécanisme de création d'éléments lourds pour refroidir. Est-ce qu'on a une idée du bilan? Quelle est la contribution des rayons cosmiques au taux? Non, justement, toute la journée, j'étais en réunion là-dessus avec des spécialistes de la formation des étoiles. Non, pour l'instant, il y a eu deux choses que les gens ont mis sous le tapis pendant des années pour étudier comment la matière se condense pour former les étoiles. C'était le champ magnétique d'abord, et maintenant on a des codes qui font de la magnéto-hydrodynamique. Et les cosmiques ne sont pas rentrés dedans. Donc on était aujourd'hui toute la journée avec une équipe essayer de rentrer les rayons cosmiques, enfin les effets des rayons cosmiques. Ils apportent de la pression, ils apportent du chauffage, et surtout ils apportent de l'ionisation. Donc des couplages du gaz avec les champs magnétiques beaucoup plus forts que prévu. Et justement, là il y a un jeune en thèse qui est en train de prouver que dans les cœurs protostellaires, on a peut-être 100 fois plus de rayons cosmiques que ce qu'on pensait. Donc 100 fois plus d'ionisation que ce qu'on pensait. Donc dans 10 ans, on saura un petit peu plus, mais les codes ne suivent pas, c'est ça le problème. Vous avez des codes de magnéto-hydrodynamique qui ont déjà beaucoup de mal à suivre toutes les échelles en jeu, mais l'échelle d'interaction des particules est une toute petite échelle, et donc on n'arrive pas, c'est pas en regardant un dixième d'année-lumière qu'on peut savoir ce qui se passe dans la microphysique en dessous. Et donc c'est un problème technique qu'on essaie de résoudre aujourd'hui. Il y a justement une équipe en création là-dessus. On verra bien. Une autre question ici. Bon. La question est simple, elle concerne l'onde de choc du Soleil. Oui, l'étrave. L'étrave. Cette étrave est orientée sur quoi exactement? Vers l'apex ou vers une constellation en particulier? Alors je vous aurais dit il y a 6 mois qu'elle est orientée dans la direction de la vitesse du Soleil. Donc vers l'apex. Donc, et depuis 6 mois, on n'est même plus sûr qu'elle existe. Très bien. Donc les dernières mesures de Voyager semblent indiquer, il faudrait que je pense que il semble indiquer que le Soleil n'a plus un mouvement supersonique par rapport au milieu extérieur. Donc il n'y a plus d'étrave. Bon. Donc on est un petit peu perplexe. Et l'autre chose qui est perplexe, c'est que on s'attendrait à ce qu'on passe l'étrave en ayant un flux de rayons cosmiques galactiques différents, puisque si le parapluie fait un petit peu d'effet, on devrait en voir plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, même s'il est percé. On semble voir depuis plusieurs mois que la courbe du nombre de rayons cosmiques galactiques s'infléchit en montant, donc tout le monde a dit « Waouh, on est sorti du système solaire, on arrive dans le milieu interstellaire ». Et rétrospectivement, les gens regardaient, quand on a passé... Il y a plusieurs structures magnétiques dans le vent, il y a l'étrave à l'extérieur, vers le milieu extérieur, mais il y avait aussi le choc terminal du vent solaire. Et on s'est aperçu que les rayons cosmiques galactiques s'étaient moqués, mais comme de l'an 40, de cette onde de choc-là. Cette onde de choc-là accélère des particules, et pourtant ceux qui venaient de l'extérieur ne se sont absolument pas inquiétés du fait qu'elle existait. Donc ça veut dire que pour l'instant, comment une particule chargée se promène avec des chocs et des champs magnétiques, c'est pas clair. Merci. Autre question? Oui. Oui, plus on voit en a donné, moins on comprend, c'est fabuleux. Tant mieux. Alors, je suis émerveillé d'ailleurs de toutes les connaissances que vous nous avez apportées. Mais est-ce qu'on a... Tous ces systèmes-là sont récents. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité de rayons cosmiques dans le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une activité et avec justement, une variabilité? c'est ce qu'on est en train seulement de réaliser, c'est que les gens qui restent sur les rayons cosmiques se disaient bon, bah, c'est un épiphénomène de la galaxie, c'est dans la galaxie, etc. C'est Egret, dans les années 80, on a montré qu'il y en avait moins dans le petit nuage de Magellan que chez nous, donc c'était au moins galactique. Il n'allait pas explorer jusqu'à la distance du grand nuage de Magellan, ce qui avant n'était pas du tout connu. Ça c'est sorti avec Egret, j'étais pas dedans, mais l'équipe a fait ça en 92, 13, vous voyez que c'est pas si vieux que ça. Et on était resté à se dire, bon, il y a les rayons cosmiques galactiques, on cherche les sources, etc. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de télescopes gamma qu'on a vendus sur on va trouver les sources de rayons cosmiques, Fermi étant le dernier.
Et les grands rayons cosmiques à la OG, c'est-à-dire 10 puissance 19 électronvolts, etc., eux sont extragalactiques. Ça, on sait qu'ils ont un rayon de mouvement dans la galaxie qui est plus grand que la galaxie. Donc ils ne peuvent pas être confinés par la galaxie, ils se promènent à l'échelle extragalactique. Mais le problème est que personne n'a tiré sur le fil impact des rayons cosmiques sur la chimie et le milieu interstellaire, etc. On est seulement en train de le faire. On a eu une petite réunion il y a 6 mois en Hollande en mettant des gens ensemble. On doit écrire des papiers ensemble justement pour amorcer que les gens commencent à réfléchir à ça. C'était toujours des communautés déconnectées. Vous nous avez parlé des pulsars fonctionnant comme des dynamos. Alors, ayant fait du vélo la nuit, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, si on pédale pas, on n'a plus de lumière. Continuez de pédaler. Voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a une énergie qui maintient ça, ou est-ce qu'au bout d'un moment, ça... La rotation de l'étoile, simplement, et on voit le ralentissement de l'étoile. Ça ralentit, ça peut durer combien de temps? Ah bah pour l'instant, on connaît des pulsars isolés, hein, pas ceux qui se sont pris un petit coup de manivelle en piquant l'énergie de leurs compagnons, mais les pulsars isolés, on les suit jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'années, 100 millions d'années. Il y a tellement de rotation qu'avant de la perdre, quand vous êtes né à 100 tours par seconde, le temps d'arriver à 1 tour par seconde en perdant un taux de déperdition classique d'un pulsar isolé, c'est 10-14 secondes par seconde. Donc il vous faut 10 millions d'années pour perdre 1 seconde. Waouh. Comme horloge, c'est un peu moins bien que les horloges atomiques aujourd'hui, mais pendant des années, c'était des horloges beaucoup plus précises que les horloges atomiques. Et ils vont revenir. Je pense qu'il y a un réseau de pulsars qui doit être mis en place pour justement caler des horloges. Enfin, mis en place. Exploité plutôt. Moi, j'ai une dernière question. Vous avez dit que les jeunes pulsars tournent lentement et les vieux pulsars tournent plus vite. Oui. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? C'est-à-dire que quand on trouve un pulsar qui tourne très lentement, on peut dire qu'il est jeune. Vous voyez, est-ce que c'est lui? Non, alors, disons qu'un pulsar isolé démarrera à quelques dizaines de tours par seconde et va finir à un tour ou 2 par seconde quand il est vieux à 100 millions d'années. Il n'y a que ceux qui se sont pris le coup de manivelle de leurs compagnons qui ont été réaccélérés. Ah oui, d'accord. Donc on ne peut pas donner l'âge à partir de la période. Donner, voilà. On peut donner l'âge à partir de la période et la dérivée de période. D'accord. À peu près. Quand on fait ça sur des objets qu'on connaît, ça a été extraordinairement précis, puisque pour le pulsar du crabe, on avait trouvé 900 ans, il en avait 1000, tout le monde était heureux. L'ennui, c'est qu'il y a d'autres objets, ça ne marche pas du tout. Donc, mais bon, un facteur 2 ou 3 près, on peut chipoter sur quelques siècles. Une dernière question, pas trop longue, hein, comme tu as l'habitude. C'est pas grave, j'ai toute la nuit. Ouais, merci, c'était formidable. Il paraît qu'il y a un effet relativiste entre deux étoiles binaires, sans doute étoiles à neutrons. Je me demande si je ne sais pas Sirius, ou au contraire, les deux binaires, les deux étoiles, ralentissent la pulsation du... Oui. Bien qu'elles mangent, au lieu d'accélérer, comme vous l'avez dit, elles ralentissent pour Tout à fait. relativiste où personne n'est Non, capable de il l'expliquer. y a le ralentissement naturel, mais il y a plusieurs formes de ralentissement. Quand vous avez un système binaire, vous avez déjà... Mais vous avez un ralentissement qui est simplement naturel, qui est que le pulsar, comme il y a la dynamo de la bicyclette de monsieur qui s'éteint, ça veut dire qu'elle perd de l'énergie, et cette énergie qui s'en va est prise aux dépens de la rotation. Donc il ralentit simplement parce qu'il émet une onde à l'extérieur qui porte de l'énergie à l'extérieur. Donc ça, c'est le phénomène naturel. Maintenant, quand il a un compagnon, la création de matière en spiralant peut arriver dans le sens où la fronde va dans le même sens que la rotation et vous accélérez l'étoile à neutrons, ou bien le contraire. Et donc vous la freinez. Et on a les deux cas. Et on a même des cas où vous avez, à certaines époques, la matière tombe en accélérant l'étoile, et à d'autres époques, ça change. C'est-à-dire que pour le même objet, la matière ne tombe pas toujours sous la bonne incidence.
Ça, c'est Newton. Et maintenant, Einstein. C'est du Newton. Alors après, il y a des effets pernicieux d'Einstein, mais pas trop. Là. Il y a les ondes gravitationnelles que vous perdez, mais c'est pas ça le gros du ralentissement. Non, c'est le coup de pédale de la dynamo qui ralentit le plus. Ok. Mais non, c'est plein d'effets pernicieux de relativité. D'ailleurs, c'est extraordinaire, si ça vous intéresse un jour, il y a quand même des choses très belles qui ont été faites au niveau des pulsars et des pulsars binaires pour prouver la relativité. Il y a 2 couples de pulsars connus. Alors là, vous imaginez un pulsar qui habite à côté d'un pulsar en couple, donc pas une étoile et un pulsar, et on se sert de ces 2 horloges qui sont extraordinairement précises pour mesurer tous les effets de relativité là-dedans. Et aujourd'hui, la dernière fois que j'ai vu un séminaire là-dessus, on avait vérifié toutes les lois d'Einstein et de la relativité à 10-5 près, grâce à au dernier pulsar. Le dernier couple de pulsars qu'on a découvert, ça a été découvert il n'y a pas longtemps, dans les années 2000. C'est une chance fabuleuse. Le couple est dans un plan dans lequel on regarde. Il y a une éclipse. Et donc, grâce à l'éclipse, on sait exactement la géométrie. Et donc, comme on a la géométrie, on a 2 horloges qui tournent l'une autour de l'autre avec la géométrie. Vous pouvez faire beaucoup de physique avec. C'est Michael Kramer qui fait ça, surtout en Allemagne. Et ils ont démontré par A plus B vraiment des phénomènes fins de relativité générale qui embêtent bien les physiciens théoriques parce que ça veut dire que la relativité générale est survérifiée, la physique quantique est survérifiée et que les deux ne veulent pas dialoguer ensemble. Donc on va pouvoir aller se coucher en paix. Tout à fait. En vous Mais remerciant. si vous avez d'autres questions, Donc, merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous donc le 12 décembre avec